En virage cette semaine, on fait l'essai de la Toyota Crown Signa que nous avons ici même en studio. Tout frais arrivé, le tout nouveau Nissan Kicks. Bien, Marc Bouchard l'a essayé. Il était du voyage de Nissan. Il nous en parle un petit peu plus tard à l'émission. On va avoir les gens de Groupe Saillant Autocrédit. On va parler de bornes avec les gens de Technov également. Beaucoup de nouvelles de l'industrie. Et à la fin de l'émission, on répond à vos questions. Tout cela à virage, dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Afin de parler de tous ces sujets, j'ai avec moi Jacques, bienvenue, Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut. Ça va bien? Ben oui. Alors, on y va immédiatement avec la Crown que nous avons ici en studio, mais la Signa. Oui. Crown Signa qui veut dire version sport utilitaire de la Crown qu'on connaît déjà. Véhicule uniquement hybride, uniquement traction intégrale et qui n'amène pas grand-chose de nouveau à part son style, là. Mais on connaît la plateforme, on connaît la mécanique, on connaît le système hybride et on connaissait déjà la Crown. On poursuit dans le luxe avec ce nouveau véhicule. VUS étant peut-être un grand mot, il faut se le dire. Là, oui. Parce qu'on est plus dans une familiale, là. C'est pas, mais c'est pas sans son rappeler style l'ancienne version du Venza, par exemple. On est à peu près dans le même créneau. Bien, ça remplace, grosso modo, le Venza. Totalement. Ou le Highlander, parce que c'est exactement le même prix. Ouais, l'Avalon était plus une berline. On n'avait pas autant d'espace de chargement. Ce qui est vraiment remarquable de ce véhicule-là, tu l'as mentionné, Daniel, c'est la notion de luxe. On est dans un véhicule qui est, somme toute, ordinaire, c'est-à-dire donc moyenne gamme, relativement abordable. Là. La version qu'on a en studio, c'est 61 000 ou à peu près, et c'est la version la plus haut de gamme disponible de ce côté-là. Mais l'intérieur de ça, vous vous asseyez, vous cachez le logo et vous dites à quelqu'un qui est dans une Lexus et il va vous croire sur parole. Oh, c'est vraiment... c'est le design même Absolument. Pratiquement intégral à l'intérieur d'une Lexus. Absolument. Okay. Et la douceur de roulement, c'est aussi celle d'une Lexus. Moi, j'ai eu l'occasion de la conduire pas mal parce que vous vous rappelez, j'ai fait le truc pour les 60 ans de Toyota Canada. J'ai fait Winnipeg à Calgary et une partie de ce territoire-là a été couvert au volant de la Signa. Et on a essayé 6 véhicules et à l'unanimité, tous les journalistes sur place, à la fin, on dit notre préférée, c'est la Crown Signa. C'est celle qui est une grande routière, confortable, spacieuse, bien équipée, avec un système d'infodivertissement chez Toyota qui s'est tellement amélioré depuis 2 ans. C'est vraiment incroyable. L'intégration est bien faite. Alors, honnêtement, peu de choses à dire. Et imaginez, après une journée, on avait réussi à maintenir une moyenne de 6,1 litres au 100 pour un véhicule qui n'est pas un petit véhicule, là. Exact. Alors, je pense que vraiment, il a toutes les qualités, ce véhicule-là, pour se démarquer, à l'exception peut-être d'un design un peu trop sobre. Moi, j'aime ça, mais je suis en général pas de référence. Dans l'image du luxe. Ouais. Surtout la portion avant, c'est moderne, c'est différent. C'est un peu plus éclaté que ce qu'on est habitué de voir chez Toyota. Et surtout, on se démarque des camions. On s'approche plus du design auto que du design camion qui est le Highlander et toutes les autres. Et presque du design Lexus, si vous regardez la façon dont la grille est intégrée dans la carrosserie, ce qu'on retrouve entre autres là, chez Lexus avec le TX. On devait l'envoyer chez Lexus, puis on a changé d'idée à la dernière minute. Mais moi, je trouve que c'est effectivement ce qui m'étonne le plus, c'est à quel point on a atteint un niveau de luxe et de douceur et de fonctionnalité qu'on retrouve généralement dans une marque de luxe, mais que l'on offre chez Toyota à un prix, je le dis, qui est somme toute raisonnable. Même pour la qualité du véhicule. Pour la qualité du véhicule et pour le prix moyen des véhicules actuels. Ouais. Moi, je trouve pas que ça ressemble vraiment à Lexus du devant. Là, je me dis, ça ressemble plus à ce que Toyota fait, les nouveaux devants, les nouvelles signatures de Toyota. C'est une belle voiture, quelqu'un qui a besoin de ça et qui aime avoir un véhicule spacieux. Je trouve que c'est spacieux. Je trouve ça assez gros, assez volumineux comme véhicule. Alors, mais c'est un véhicule qui est là depuis quelques années. Moi, je me souviens lorsqu'on allait
des voyages de presse au Japon, par exemple, pour Toyota, c'est certain qu'on roulait en Crown. Mais les Crowns de l'époque, c'était toutes des grosses Crowns noires, extrêmement luxueuses, extrêmement solides. Tu montais à bord d'un char d'assaut, tu fermais ça, là, pouf, les portes fermaient, puis c'était vraiment Ça ressemblait solide. à des anciennes Mercedes. Ben oui. Alors, excusez, c'était intéressant. Alors, quand on a décidé de rentrer ça par ici, ben tu vois, c'était en 2023 qu'est arrivé le modèle de Crown. Et ils sont arrivés ici avec un véhicule. On l'a tout regardé, je pense, puis on avait de la difficulté à savoir où ce qui se situait là-dedans. Et on savait que la mécanique, on doutait pas de la mécanique. C'est curieux, on doute pas de mécanique de Toyota. Pourtant, il y en a aussi des rappels de temps à autre. Mais on doutait pas de ça parce que ça s'appelait Toyota. On savait qu'en général, il faisait quelque chose de bien. Puis quand, en 2023, ils en ont vendu environ 230 au Québec. Personnellement, j'en ai rencontré une, je pense que c'est dans le courant de l'été passé. J'ai dit, il faut que tu sois attentif. Puis j'ai croisé ça sur l'autoroute. Puis j'ai dit, quand j'ai vu arriver ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et finalement, c'était justement une Crown. Alors je me disais, crime, ils n'ont lâché une à quelque part. Mais c'est pas un gros vendeur. C'est un véhicule vendeur beaucoup plus du côté des États-Unis. Le style arrière plaisait pas. Là, la Crown, oui, ça allait bien. Tout, c'était luxueux, c'est un bon rendement. Mais le style, pas pour en acheter une. Non. Tout le monde dit, OK, c'est pas pire, mais pas pour en acheter une. Brune et noir, là, même moi, je trouvais ça trop. Là, fait que c'est vous c'est ça. Mais c'est un véhicule intéressant. Tu montes à bord de ce véhicule-là. Moi, pour moi, ma grandeur, tout ça, je trouve que le tableau de bord est un peu haut, même si je m'ajuste avec le siège, tout ça, essayer de trouver ma position pour être capable d'avoir une bonne visibilité. Je trouve que le tableau de bord est assez imposant, large, il est là. Tu sais qu'il est là en tabarouette. Alors, ça, c'est un peu dérangeant pour moi, mais celui qui l'achètera, fort probablement, il va voir ça avant ça. Puis quand je vais vers l'arrière, que je rouvre le coffre, il y a un beau coffre. Il y a la place même presque pour mettre un pneu de secours. Il n'y en a pas de pneu de secours, eux autres, mais c'est bien fait en dessous du plancher. Et c'est pas trop élevé pour déposer des objets ou pour aller les chercher et les sortir. La finition, on en a parlé, c'est bon, c'est beau. Tu fermes les portières, pouf, ça ferme là. Tu n'as pas les vitres qui branlent dans le trou des portes là, pour s'exciter. Moi, j'aime cette voiture-là. Au niveau du réservoir, c'est 55 litres. C'est un véhicule qui fait, on parle d'à peu près 5,7 litres au 100, supposément que ça peut faire. Marc, le chemin que tu as fait, c'est beaucoup plus... Écoute, puis on était sur autoroute. C'est ça. Où les vitesses permises étaient de 120 km/h. Là. On était pas. Fait que honnêtement, c'est extrêmement surprenant comme. Moi, je pense que ce que vous avez fait, c'est peut-être ce qui se fait vraiment le plus ici, surtout au niveau vitesse, au niveau que les Québécois roulent. Mais au niveau conditions routières, ce qui me dérange, 22 pouces de pneus. Il y a toujours une limite de monter des pneus. Mettez des roues un petit peu plus petits, mettez un pneu avec un flanc qui va être capable d'absorber nos mauvaises conditions. C'est certain que maintenant, la route Québec-Montréal, elle est de plus en plus belle parce qu'on l'a faite par bout. Surtout que c'est pas des 10 de frein de 17 pouces. Non, t'as de l'air d'avoir une secoupe. On peut se calmer un petit peu sur les pneus. T'as de l'air d'avoir une secoupe au fond de ça. Là, c'est rendu qu'il faut descendre, pas de 1 pouce, 2 pouces, mais des 3 puis des 4 pouces qu'il faut descendre lorsque tu mets les pneus d'hiver. Si tu veux pas te ruiner avec des pneus d'hiver de 22 pouces puis de 24 pouces, à un moment donné, c'est sûr que là, c'est assez. Ouais. C'est un véhicule qui est fabriqué au Japon, alors qu'on se pose souvent la question où il est fabriqué, parce que les manufacturiers ont des usines maintenant un petit peu tout partout. Ça aurait pu être au Canada ou ça aurait pu être aux États-Unis. Puis celle-ci est fabriquée au Japon, puis je les comprends, parce que la quantité de véhicules qui va être vendue en Amérique du Nord est pas vraiment volumineux, selon moi. Alors, c'est correct que ça soit fabriqué là. Voiture intéressante, avec des moteurs 2 litres .4, quoi que ça fait avec le gros V6, pas le V6, mais le... 240 chevaux avec les moteurs électriques. Et c'est la transmission c'est une ECVT. à courroie, c'est ça. C'est une ECVT. En fait, c'est la même motorisation. C'est le 2.5. C'est le 2.5. Le 2.4, c'est ça, c'est le 2.5. C'est la même motorisation, en fait, qu'on retrouve dans les autres. C'est mon ordinateur qui a bégayé, puis il n'a pas fait la bonne... Il n'a pas fait le bon chiffre. Petit détail, juste pour compléter. À l'ajouter. Juste pour compléter que c'est quand même un
VUS, capacité de remorquage de 2700 livres, il faut le dire, et une capacité, on parlait de chargement, 1800 litres, Oui. quand une fois que les banquettes sont abaissées. C'est énorme pour un véhicule de Et cette j'adore taille-là. le tableau de bord qui est prêt. Moi, le bloc instrument qui est proche. J'aime la conduite de ce véhicule-là. Là. Vraiment, j'ai tout aimé. C'est un sport utilitaire encore qui se joint à la gamme des 7 autres sports utilitaires chez Toyota. Corolla Cross, Oui, on les nommera oui. pas tous, là, mais il y en a un puis un autre. Et comme Marc l'a dit, c'est exactement dans les mêmes prix que le Highlander. Ça fait que choisissez vos combats. Vous voulez un plus camion, vous voulez avoir un plus véhicule de luxe, c'est le Crown C. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, un Highlander, pas facile à avoir. T'en veux un hybride. Ah, il commande 6-7 mois par heure. Là. Apparemment qu'il faut que tu ailles sur le marché noir puis t'en acheter un volé. C'est les meilleurs. C'est là qu'il en a le plus. Le type, il dit qu'il y a eu une pause, il est monté à Vancouver, puis il l'a pris là-bas, et il a pu le ramener ici au Québec. C'est très difficile à avoir, mais dans plusieurs cas et plusieurs modèles, ça reste difficile à avoir certains produits. Absolument. Effectivement. Merci, messieurs. Hey, plaisir, Daniel. Alors voilà, on s'arrête à virage et on vous revient rester avec nous. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage. Je suis maintenant en compagnie de M. Paul Keller, qui est copropriétaire et président de Techno-VA. Bienvenue à Virage. Merci. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Alors, Paul, on va essayer de découvrir ton entreprise. On voit qu'on a une borne ici, puis tu vas en fournir une à Virage. Merci de le faire. C'est très généreux de ta part. Ça fait plaisir. Explique-moi ton entreprise et ton aventure, parce que c'est quand même assez récent. Oui, ben, écoute, en août 2023, je jasais avec mon associé et on s'est dit que ça serait le fun, en regardant le marché évoluer de la borne de recharge au Québec, ça serait le fun d'obtenir une entreprise manufacturière dans la borne de recharge. On s'est lancé dans la course et puis en janvier 2024, on signait les documents pour pouvoir faire le rachat de Techno-VE. Techno-VE, une société justement dans la borne de recharge manufacturière, dans la borne de recharge pour véhicules électriques au Québec. Bien, c'est ça et je pense que ça, tu veux vraiment mettre l'emphase sur le fait que c'est des bornes développées et construites ici même au Québec. Exactement. C'est important pour toi. Oui, exactement. C'est parce que je pense que pour avoir un bon produit de qualité avec un service de qualité, c'est vraiment on appuie sur le fait que le produit est fait au Québec. Justement, lorsque vient le temps de choisir une borne, Paul, Oui. qu'est-ce qu'on doit vérifier? Est-ce que aussi il y a des qualités différentes dans les bornes? Oui, effectivement, pour la borne, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs choses à voir. Par exemple, quand on veut choisir sa borne, moi, ce que je conseille, c'est de choisir une borne manufacturée au Québec parce qu'elles sont faites pour le climat du Québec. Et c'est ça qui est important. Primo, vraiment choisir une borne québécoise. Secondo, effectivement, il y a des qualités différentes. Par exemple, nous, notre caisse est en aluminium renforcé, ce qui fait qu'elle est plus durable dans le temps. Elle est certifiée faire en sorte qu'elle soit résistante au climat du Québec, c'est-à-dire moins 40, plus 40. OK. C'est pour ça que c'est fait un câble léger, fin, qui soit capable de rester souple même à moins 35. Là. OK, facilement manœuvrable, ça, c'est Exactement. vraiment Exactement. Toi, tu as des bornes qui sont résidentielles, commerciales aussi? Le commercial est en train de s'en venir. OK. On est en plein développement justement là-dessus. Pour le moment, on est vraiment sur le côté résidentiel pour monsieur, madame, tout le monde qui veut acheter un véhicule électrique. Lorsque vient le temps de choisir sa borne résidentielle, Oui. puis qu'on fait affaire avec vous autres, qu'est-ce qu'on a à choisir comme borne? L'ampérage de la borne, ou si vous voulez le brancher, qu'elle soit portative ou pas, c'est-à-dire brancher en direct directement dans le panneau électrique ou brancher par le biais d'un boîtier qu'on appelle NEMA 1450 avec la prise de poêle, ou l'ampérage 48 ampères, 40 ampères, si vous la voulez intelligente ou en modèle de base. OK. Intelligente, ça veut dire quoi? Intelligente, c'est le modèle qui vient avec une application
Aujourd'hui, avec le développement qu'on a mis en place dans les 10 derniers mois, la borne est au CPP, elle est standardisée au CPP. Ça fait que le fait que j'ai décidé de standardiser la borne au CPP, on va être capable de, aller mettre l'emphore vers se greffer à des partenaires comme Eddy, ILO ou encore bien circuit électrique. OK. Donc, et économiser pour être capable de moduler la recharge, la faire recharger la nuit, par exemple. Exactement, exactement. Dans quel ordre on fait les choses? Est-ce qu'on achète notre voiture, on fait venir l'électricien, on achète la borne? Est-ce qu'on achète la borne, on fait venir l'électricien, on achète l'auto? Dans quel ordre tu nous suggères de faire les choses? Toujours, vous pouvez regarder l'auto que vous voulez acheter, mais je conseille aux gens d'acheter sa borne, de faire venir l'électricien pour voir la place qu'on a dans le panneau électrique. Ensuite, d'acheter sa borne pour que quand vous allez recevoir votre véhicule électrique, la borne est déjà installée. La plupart des gens ne se rendent pas compte, mais des délais d'électricien, il y en a pour 2 mois pour venir se faire installer. Okay. Ça, faut vraiment faire attention à ça. Oui, effectivement. Il faut vraiment faire attention à ça parce que j'ai pu voir, j'ai pu constater que j'ai certaines personnes qui décident, une fois qu'ils reçoivent la voiture, une semaine après, ils viennent nous voir en disant « Oui, mais maintenant, ça me prend une borne, mais ça me la prend tout de suite. » Oui, sauf que l'électricien, lui, s'il n'a pas de créneau, s'il n'a pas un créneau qui rentre là-dedans, aujourd'hui, là, ils sont tellement bookés qu'il y en a des fois pour 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois pour se faire installer une borne. Autant s'y prendre d'avance pour que quand vous recevez votre véhicule, la borne est installée, vous n'aurez aucun problème pour recharger tout de suite. Et est-ce que dans les bornes, tu as des ampérages différents selon la puissance que tu as choisie? Oui, effectivement. Il y a, par exemple, on a 48 ampères qui est 11,6 kW. Ça, c'est notre borne la plus rapide. Ça va avec un breaker de 60 ampères. Ou on a la borne 40 ampères qui vient avec, qui est 9,3 kW et qui vient sur un breaker de 50 ampères. Mais nous sommes capables d'ajuster nos bornes. Par exemple, si vous n'avez pas la place et que vous devez mettre seulement un breaker de 40, on peut ajuster la borne à 32 ampères. C'est vraiment intéressant et j'espère qu'on va avoir à en reparler parce qu'il y a tellement de choses à dire, Paul, sur ces fameuses bornes. On va te revoir un petit peu plus tard au printemps pour en jaser. Mais si les gens veulent trouver une de tes bornes, on fait comment? Sur le site Internet technovee.ca, vous allez être capable d'avoir accédé à notre boutique en ligne ou alors on a des revendeurs à travers le Québec. Voilà. Paul Keller, merci beaucoup d'être passé à Virage. Merci beaucoup à toi. Voilà, on s'arrête à Virage et on revient rester avec nous. Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie de Stéphanie Blais, Alexandre Saillant de Groupe Saillant Autocrédit. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, Stéphanie, dans un instant, on va parler d'un sujet quand même assez intéressant, puis on va parler de désinformation. Oui. Virage, on est ici pour informer, pas désinformer. Exact. Fait qu'on va... je parle avec toi dans un instant, mais avant, je profite toujours de la venue d'Alexandre, évidemment, qui est copropriétaire de Groupe Saillant et plusieurs concessionnaires. Mais il y en a un qui m'intéresse plus particulièrement. On en a parlé la dernière fois un petit peu, c'est Polestar. L'intégration de Polestar, comment ça va, cette intégration? Bien, écoute, comme on avait parlé un peu la dernière fois, c'est long, mais ça va bien. Là, on est en train de mettre en place, dans le fond, le bâtiment temporaire qui est fourni par Polestar. Donc ça, ça arrive directement de eux. On va l'avoir pour 2 ans environ. Là, il est installé carrément à côté du Volvo collé, là. Oui, c'est ça qu'on voit. C'est pas un agrandissement du Volvo, là. Non, c'est vraiment... Dans le fond, c'est un showroom de 2 véhicules plus une aire de livraison. Fait qu'on va livrer le véhicule du client à l'intérieur. Puis ça va être pour livrer, évidemment, bientôt juste des 3 puis des 4. Parce que le Polestar 2, lui, il va avoir une pause pendant environ 2 ans. OK, donc, parce que lui, il est fabriqué en Chine, puis exact. Il est éligible à la fameuse taxe. Et la taxe, donc là, on en a jusqu'au mois de mars environ des Polestar 2, parce que c'est tout ce qui est parti dans le bateau avant le 1er octobre qui est exempté de taxe. OK. Donc ça, il y a des véhicules encore qui ne sont même pas arrivés, puis ils n'ont pas de taxe encore. Là. Fait qu'on en a beaucoup. On en a jusqu'au mois de mars, puis après ça, bien là, il va y avoir un trou, naturellement. Puis le Polestar, ils vont relocaliser la production en Corée du Sud. Mais ça va être sous la forme du Polestar 7 qui va être le remplacement du 2.
OK. Donc ça, c'est 2 ans environ de délai. Là. De délai, ça fait que vous allez travailler avec 2 modèles pour Exact. l'instant. La réponse des gens, les gens C'est qui avaient déjà des extraordinaire. Les posters gens- vont voir. Ben, c'est ça, les gens qui viennent voir pour le service. Maintenant, on peut faire le service. Ça aussi, ça nous a pris un certain temps de trouver les locaux, parce que c'est des locaux temporaires, parce que le poster s'en va dans le bâtiment du Volvo une fois qu'on va avoir déménagé Volvo à côté du Hyundai. OK. OK? Donc, lui, le Volvo va avoir un bâtiment neuf, et pour ça, va prendre ce bâtiment-là. Fait qu'il va faire son service là. En ce moment, le client, il vient quand même chez Poster, puis nous, on va transporter le véhicule à l'endroit où est-ce qu'on va faire son service. Temporairement, on faisait chez Volvo, mais là, on va le faire dans nos propres locaux, parce qu'on n'a pas de place. La demande était là. Fait que La les demande est là, clients- les ventes sont là, les clients Ouais. adorent ce véhicule-là. Tu sais, c'est un beau véhicule électrique, c'est différent. Souvent, les véhicules électriques, effectivement, ont tendance à faire ça qui ressemble un peu à un look unique, là. Mais le Poster, il a un beau look conventionnel, mais c'est un véhicule qui est super bien adapté aussi à l'hiver pour un véhicule électrique. Souvent, ça arrive dans la Californie, c'est pas tout à fait adapté à notre climat. Ceux-là ont été conçus pour notre climat. C'est ça qui fait que les gens adorent Poster. Ça va très, très bien de ce côté-là. Et il va être, donc, Volvo va être à côté du Sainte-Foy Hyundai, que vous avez déjà un terrain à cet endroit-là. On a le terrain, c'est le terrain Donc, vacant qui entre, dans le fond, artisan, Floralie Jouvence, l'artisan du paysage, puis il y a un grand terrain vacant là, on va le mettre là. Puis ça, c'est prévu pour... on va attendre que Polestar se calme un peu, puis que tout revienne. Non, nous autres, on est partis, là. On est dans les oui? plans, puis Volvo, on va le construire. Idéalement, on voudrait commencer la construction là, à l'été. Ah oui? OK, Donc, c'est vite que ça. Moi, je pensais attendre que les taxes puis les nouveaux modèles de Polestar arrivent. Mais... Bien, Volvo, ça n'a rien à voir avec Poster, là, mais Ouais. Poster, après ça, le loco, on l'a. Puis Volvo, on manque de place. OK. On a vraiment besoin d'agrandir. Si on va dans le Volvo, vous allez voir, là, Plus de baies de les service. conseillers aux ventes sont dans le showroom perpillés partout. On est saturé parce que Volvo va aussi très bien. Là. Ils ont une belle gamme de véhicules aussi électriques, puis à gaz, puis tout ça. Puis Ils sont moins touchés par les taxes de leur modèle. sont pas touchés parce que les autres, leur production, ils peuvent la déplacer facilement. Puis les ventes de Volvo, ben c'est en explosion. Là. Stéphanie, des informations concernant le crédit. Qu'est-ce qui se passe dans certains cas? On subit l'influence de l'extérieur? Ben, en fait, tu sais, pour le client qui a des problématiques au niveau du crédit, outre que le manque d'informations, je te dirais que son pire ennemi, c'est la désinformation. Puis souvent, cette désinformation-là vient de l'entourage. Tu sais, des fois, nous, on a des clients qu'on rencontre, qui partent de nos bureaux, qui sont contents quand même de leur transaction, parce que, tu sais, nous, on est au courant de leur situation pratiquement de A à Z. Et ils arrivent à la maison, ils parlent avec leurs voisins, leurs amis, leurs frères, leurs tantes, peu importe. Puis là, les gens vont, oh, ouais, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, souvent, ces gens-là n'ont jamais même touché à des notions de crédit spécialisé. Ils connaissent pas nécessairement l'histoire de cette personne-là au complet non plus, parce que je veux dire, on s'entend. Je connais pas beaucoup de monde qui ont des problématiques au niveau du crédit qui vont aller parler de ça à large avec tout le monde, comme s'ils Non, parlaient de la non. pluie puis du beau temps. Fait que, tu sais, C'est pas quelque chose qu'on aime jaser. tout le exact. temps. Fait que, tu sais, souvent, les gens, ils nous rappellent, puis là, ben c'est ça, j'ai parlé avec un tel, puis là, ouais, il m'a dit que, tu sais, le taux d'intérêt est élevé, ou, tu sais, ça avait pas de bon sens, ou que le paiement avait pas de bon sens, je pourrais en avoir un 9 pour ce prix-là. Ouais, mais tu sais, sauf que vous êtes pas dans cette situation-là. Fait que, tu sais, on doit reprendre, puis réinformer le client en disant, ben oui, mais écoutez, mais ces gens-là sont pas dans la même situation que vous êtes dans une situation particulière. Puis, tu sais, on se fera pas de cachette, là. S'il y a une affaire dans la vie que t'as pas de deuxième chance, c'est en crédit régulier, là. OK. Tu sais, tu vas en avoir une plus loin dans le temps, une fois que tu vas leur avoir prouvé que tu es en mesure de bien gérer tes choses, de bien faire tes paiements. Après ma barre, si tu as des problématiques au niveau du crédit, que ça va pas bien, que tu fais une faillite, tu fais une proposition, il n'y a pas personne en crédit régulier, une banque qui va lever la main, qui va dire oui, il n'y a pas de problème, je vais te financer, tu sais. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est bien plate parce que, tu sais, nous, on doit recommencer toujours le même discours parce que, tu sais, nous, on sait de quoi qu'on parle. Tu sais, on a des partenaires, nous, qui, même des fois, on leur donne l'information, puis ils sont là, je savais même pas ça, tu sais. Tu sais, chacun a sa spécialité, tu sais. Mais des fois, lorsqu'on s'en va dans cette direction, aussi bien t'appeler Oui. pour poser des questions tout de suite et avoir les réponses. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter un véhicule, pas obligé de faire une demande de crédit pour avoir la bonne information. Non, hein. exactement, c'est en plein ça. Il y a des gens qui nous appellent simplement pour avoir l'information, comment on fonctionne, comment on procède et tout. Mais effectivement, nous appeler, c'est la meilleure des options. Puis, tu sais, ce qu'on leur dit, bien, c'est la bonne information. là. Exactement. Stéphanie Blais, Alexandre Saillant, merci beaucoup d'être passé à Virage. Merci. Merci. Alors voilà, Marc Bouchard a fait l'essai du tout nouveau Nissan Kicks 2025. C'est tout chaud. On écoute ça à l'instant.
Difficile de trouver un endroit plus québécois que la Place Royale pour procéder au lancement du Nissan Kicks, un petit véhicule qui a vraiment grossi beaucoup pour cette nouvelle génération. Elle est magnifique, c'est une nouvelle plateforme, une nouvelle motorisation, une nouvelle transmission automatique CVT Xtronic améliorée. Bref, on aura l'occasion de mettre tout ça à l'épreuve sur les routes de la région de Québec. Et si vous venez avec moi, on y va maintenant. Ce qui est particulier sur le Nissan Kicks, c'est qu'il est complètement redessiné. Et quand je dis complètement, c'est vraiment à partir de la base, puisqu'il s'agit d'une toute nouvelle plateforme, la CMF-B, faite pour les véhicules un peu plus imposants en termes de dimension et qui est particulièrement utile en Amérique du Nord. La grande particularité, la première, c'est la garde au sol qui est beaucoup plus élevée. Évidemment, c'est une qualité pour un VUS, aussi petit soit-il. Parmi les autres particularités du Kicks, bien sûr, il faut parler des dimensions qui sont plus grandes. On parle de 58 mm de plus en longueur, 40 mm de plus en largeur et une garde au sol plus élevée avec les pneus de 19 pouces. Ça nous permet donc d'avoir un véhicule qui est plus massif, qui est plus athlétique, mais qui est aussi plus robuste dans son ensemble. On a quand même conservé le style assez unique du véhicule et ça, c'est une bonne chose. Sous le capot, on a aussi modifié plein de choses, notamment, évidemment, le moteur lui-même, un 4-cylindres 2 litres qui fait maintenant 141 chevaux, 140 livres-pieds de couple, ce qui est une nette amélioration face aux 122 chevaux de l'ancienne génération. On propose aussi une toute nouvelle transmission. C'est encore une CVT, une transmission à variation continue. C'est la Xtronic de Nissan. On nous dit qu'elle a été peaufinée. On l'a calquée un peu sur celle de la Sentra en améliorant le tout et en jumelant mieux avec la motorisation elle-même. Donc, ça donne des réactions qui sont peut-être plus vives. Et je vous avoue qu'en conduite jusqu'à maintenant, on n'a pas senti les désagréments habituels des CVT. Autre détail, bien sûr, les suspensions qui ont été remodelées. Et attention, désormais, on offre sur certaines versions le rouage intégral intelligent, ce qui est évidemment une grande nouveauté pour le Kicks. Bien sûr, vous pouvez d'entrée de base obtenir des versions à traction, mais dans le cas de la SR comme celle que l'on conduit aujourd'hui, le rouage intégral, il est de série et ça nous amène aussi des suspensions multibras à l'arrière au lieu de la poutre de torsion traditionnelle qui vient avec les versions à traction. Traction intégrale intelligente, ce que ça veut dire, bien sûr, c'est un paquet de mécanismes qui ont été peaufinés. On a amélioré la réponse avec un couple plus direct, un embrayage qui est plus direct aussi. Ça permet donc d'avoir des meilleures réactions qui sont définitivement plus accrochées à ce que vous donnez comme accélération et non pas uniquement quand on perd un peu d'adhérence. C'est donc une réaction qui est plus rapide. Malgré tout, on peut partager le couple 50-50, donc 50 % à l'avant, 50 % à l'arrière, et ça permet d'avoir une conduite qui est évidemment plus agréable parce que, bien sûr, elle intervient aussi dans la dynamique de conduite, mais c'est aussi une conduite qui est plus sécuritaire, le cas échéant, et quand arrivera la neige, ce qui, malheureusement, risque d'arriver un peu trop tôt. Dans l'ensemble, c'est donc un changement complet qui a affecté le nouveau Nissan Kicks. Reste maintenant à voir comment il se comporte vraiment sur la route. Parmi les plus grandes nouveautés du Nissan Kicks, c'est évidemment l'habitacle qui a été complètement repensé à l'image de tout le reste. Évidemment, on nous présente quelque chose de beaucoup plus divertissant, je vous dirais, qui a été fait notamment pour plaire aux jeunes, parce qu'on le sait, le Kicks s'adresse à une jeune clientèle. Du nombre, bien sûr, un écran central 12,3 pouces qui est de série sur toutes les versions du Nissan Kicks, même les versions d'entrée de gamme. Ça, c'est pour le système d'infodivertissement qui contient aussi Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Ça, c'est une exclusivité canadienne parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas le cas, mais on a déterminé que comme on ne fournissait pas de système de navigation, il était préférable de fournir une façon efficace de jumeler son téléphone. Il y a aussi le tableau de bord lui-même qui diffère selon la version. Nous, on a la version SR, donc on arrive avec bien sûr un tableau de bord totalement numérique, aussi de 12,3 pouces. En revanche, si vous allez pour des options peut-être un peu moins onéreuses, vous aurez un tableau de bord de 7 pouces, mais avec sensiblement les mêmes informations, bien entendu, dans un plus petit format. La grande beauté de ce véhicule-là aussi, bien sûr, toit ouvrant panoramique qui est disponible. Et quand on parle de panoramique, c'est vraiment le cas, puisqu'il est capable de s'ouvrir quasi pleine grandeur, ce qui donne beaucoup de lumière à l'intérieur de l'habitacle. Et un système de son Bose optionnel, 10 haut-parleurs, mais absolument spectaculaire, qui est fait pour nous envelopper littéralement. La preuve, en fait, c'est qu'il y a toutes sortes de réglages, bien sûr, que l'on peut personnaliser, mais en plus, il y a dans les appuis-têtes du conducteur et du
du passager, des haut-parleurs, ce qui donne un son surround absolument spectaculaire. On a l'impression d'écouter de la musique en 3D littéralement. Je dois évidemment vous parler de la conduite, mais avant de vous parler de la conduite, je vais vous parler d'un autre détail qui a été particulièrement soigné du côté du Kicks, c'est l'insonorisation. On a ajouté des matériaux dans le bloc moteur pour le rendre plus insonorisé. On a fait la même chose dans la partie arrière. Ça donne donc un bruit de roulement qui est beaucoup plus sourd, beaucoup moins imposant, et ça nous permet de mieux apprécier la sonorité du système Bose notamment. En termes de conduite, on a peaufiné la direction qui est beaucoup plus précise, qui offre vraiment un meilleur rendement et qui demande moins d'efforts au niveau, je vous dirais, du maniement, ce qui permet d'être plus précis et plus dynamique en conduite. Évidemment, on est dans un Kicks, on n'est pas dans un véhicule sportif, mais on est quand même avec une attitude et une personnalité qui est plus agréable. On ne pourrait non plus passer sous silence l'ensemble des systèmes de sécurité qui sont désormais offerts, notamment le fameux moniteur 360 qui nous permet d'avoir une vue à vol d'oiseau par-dessus le véhicule grâce à des caméras logées aux 4 coins du véhicule, mais aussi le Pro Pilot Assist, un système optionnel qui permet d'avoir une meilleure sécurité et qui améliore le nombre d'aides à la conduite, qui rend donc la randonnée nettement plus sécuritaire, surtout quand on est sur autoroute. Ça nous permet de garder la vitesse et l'espace vital pour éviter toute collision. Un autre détail qui est assez important au niveau du Nissan Kicks, c'est l'espace de chargement. On va vous dire que la version à 2 roues motrices a un peu plus d'espace ou un peu moins selon ce qu'on considère, tout simplement parce qu'on a un lieu pour mettre une roue de secours que l'on peut éventuellement utiliser pour du chargement. Mais dans l'ensemble, c'est un peu plus de 845 litres qui sert d'espace de chargement. Et il y a un peu partout des espaces de chargement aussi à l'intérieur de l'habitacle. Et pour les plus passionnés, il y a même dans les versions SR un endroit pour une recharge par induction de votre téléphone intelligent. C'est vraiment à la fine pointe. On veut que le Kicks réponde aux besoins des jeunes et bien entendu, on ne saurait vivre sans nos téléphones. Je pense que ça, Nissan l'a bien compris. Ce nouveau Nissan Kicks, évidemment, il a changé beaucoup. On vous en a parlé un peu au niveau de la conduite. On va quand même parler de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il est assemblé sur une toute nouvelle plateforme, plus large, plus longue, évidemment. Vous le voyez, les dimensions sont définitivement plus imposantes. Le design aussi a été beaucoup plus profilé. On a fait quelque chose de beaucoup plus moderne, avec une nouvelle calandre qui, à mon avis, lui sied beaucoup mieux que l'ancienne version. Autre élément, ce sont les roues. Bien sûr, nous, on conduit la version SR, qui est la version la plus haut de gamme. On dispose aussi d'une S et d'une SV avec des roues différentes. Mais dans ce cas-ci, des roues de 19 pouces qui lui confèrent une allure sportive et un confort qui est à l'avenant, évidemment. Parmi les autres éléments qu'on peut remarquer, bien sûr, la couleur 2 tons. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres couleurs qui sont disponibles. On a même le choix de 3 couleurs de toit, mais beaucoup de couleurs nettement plus vives, notamment ce jaune yuzu qui est évidemment difficile à manquer, surtout par une journée de plein soleil comme aujourd'hui. Vous l'aurez compris, c'est un petit véhicule fort intéressant qui dispose maintenant du rouage intégral, d'un nouveau moteur et de plein d'autres fonctionnalités qui sont vraiment agréables. Un véhicule qui aussi est assez abordable puisque le prix de base est aux alentours de 27 500 $ et il peut aller jusqu'à 35 800 $ dans les versions les plus sophistiquées. Je vous précise cependant qu'on va garder l'ancienne génération du Kick, qu'on appelle maintenant la Kicks Play, qui a toujours la même silhouette. On n'a pas tous les détails à cet effet-là, mais on peut vous dire qu'il y aura donc les 2 versions pour plaire à tout le monde. Est-ce que le nouveau Kicks est réussi? Totalement. Est-ce qu'il vaut son prix? Il est tout à fait compétitif dans un créneau, surtout avec le rouage intégral. Bref, c'est probablement la nouvelle vedette chez Nissan. Voilà, de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, plusieurs nouvelles. On commence avec quoi? On commence avec Toyota qui nous a annoncé une bonne nouvelle, le retour de la Toyota Celica. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais c'est de la pression. C'est de la pression. C'est une sportive qui a connu un succès incroyable au fil des ans. Et là, on nous dit qu'elle pourrait revenir pour l'année modèle 2027. Donc, retiens pas ton souffle tout de suite. Mais quand même, il y a des indices. D'abord, ils ont réservé le nom. Ça, c'est généralement une bonne idée. D'autre part, ils nous ont aussi annoncé qu'ils travaillaient sur un moteur 2 litres de 600 chevaux. Oh!
Alors, ce serait possiblement ce qu'on voudrait mettre sous le capot de la C'est Celica. un changement de registre parce que Totalement. la dernière Celica, c'était pas un exemple de puissance, là. Non. C'était pas une référence. Non, effectivement. Donc là, on parlerait de ça, mais par contre, il y a d'autres modèles, d'autres moteurs qui pourraient, là, peut-être par exemple le moteur qu'on trouve dans la Toyota GR, par exemple. Qui pourrait être à ce moment-là, Mais là, 300 qu'est-ce qu'on chevaux. veut? Là? Est-ce qu'on veut qu'elle soit plus puissante que la Supra? Est-ce que la Celica va remplacer la Supra? Ah ben, il semble que non. En fait, il semble qu'on voudrait conserver la Supra. Mais évidemment, on le sait, la Supra développée avec BMW, il pourrait y avoir pas mal de changements dans une époque d'électrification. Donc, on verra ce que ça va donner. La seule confirmation qu'on a, et ça a été répété par même des dirigeants, c'est qu'effectivement, il y aura une Toyota Bien hâte de Celica. voir surtout le style et le design. Et moi donc. Dans la série des autres déclarations qui ont un petit peu fait jaser, c'est Pacifica qui arrive en version électrique. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que c'est annoncé au Salon de l'Auto de Los Angeles, entre autres. C'est une excellente nouvelle parce qu'on sait que dans le marché des minivans, il n'y en a pas, ou à très, très peu, des véhicules électriques. Tu as les gros VUS 7 passagers, la Ioniq 9 qui a été dévoilée, le V9 du côté de Kia. Mais là, une vraie minivan avec des portières coulissantes et tout, ça pourrait être intéressant. On dit que ça pourrait être lancé en 2026, donc bientôt, et que ça ne sera pas basé sur le concept Airflow de Chrysler, mais sur le fameux prototype Alcyon qu'on a présenté aussi, qui était pas mal plus moderne, je te dirais. J'ai bien hâte de voir. Attendez-vous que ce soit la base là, de la même plateforme que le Jeep Wagoneer S qui va arriver bientôt. Qui est et déjà d'autres disponible produits, à 0 d'intérêt aux États-Unis en passant, si jamais ça t'intéresse. Dans la même veine avec Chrysler Dodge, on nous amène aussi le Jeep Cherokee en version hybride. Ça, c'est aussi une nouvelle intéressante parce que Jeep Cherokee, on le sait, a disparu chez nous. On ne parle pas du grand Cherokee, là. On parle vraiment du plus petit. Donc, un peu plus petit véhicule hybride, ça pourrait faire des dommages un peu dans un créneau qui devient de plus en plus populaire. Tu le sais, on a essayé le CX-50. 2014, 2015, le Cherokee, on l'a retravaillé en 2019. Oui, puis là, on il a est disparu. dû, là, mais on l'a toujours pas vu, le design, et on n'a toujours pas non. annoncé. Mais tu sais, il a disparu chez nous en 2022. De mémoire, le le Cherokee Cherokee est encore là. Oui, mais je dis, la dernière version qui ont travaillé un peu, là. Qui ont retravaillé, c'est 2019. Ouais. Il n'a pas touché. Ils n'ont pas retouché depuis 2019. OK. Je pensais qu'il avait changé quelques petites affaires en Non, 2022. J'essayais. Donne-leur pas trop de crédit. D'autres nouvelles particulières, GM a confirmé qu'il ferait une apparition en Formule 1 avec Cadillac. Ça va d'ailleurs s'appeler la Cadillac Formula One Team. C'est particulier parce que cette écurie américaine-là, Mario Andretti avait voulu présenter une équipe de Formule 1. Il s'est fait dire non, catégoriquement par les gens. On veut un championnat de constructeurs. Là, exactement. En F1, c'est très clair. Alors, la subtilité, c'est que sur le comité directeur siège Mario Andretti. mais effectivement... Mais c'est le projet de Mario Andretti qui aboutit. Oui. Mais avec l'appui de GM et Cadillac et les sous de GM. 450 millions de dollars US que ça coûte pour juste l'inscription. Après ça, évidemment, ils vont avoir droit à des redevances, hein, parce qu'on sait qu'ils ont des redevances pour la télé, mais c'est 25 millions qu'ils vont recevoir en redevances. Fait que ça va demander un petit investissement. Bonne nouvelle du côté du Salon de l'Auto de Montréal. On sait que, les années précédentes ont été un peu difficiles. Il y avait beaucoup d'absents. Cette année, on nous annonce d'abord le retour de Bertrand Godin comme porte-parole. C'est sa 23e année consécutive. D'après moi, il a acheté des parts. L'autre partie du salon qu'on va répéter aussi, c'est Luc Poirier avec ses Ferrari. Chaque année, il achète des nouvelles Ferrari, donc il va amener ses nouveautés. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est les nouvelles marques qui se joignent, les marques qui font des retours ou qui arrivent dans certains cas. Alors, Alfa Romeo va être là. Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, tu auras compris que c'est donc le retour de Stellantis au complet. Lotus va être là. Mercedes-Benz va être là. Subaru et Volvo vont être là, ce qui est quand même impressionnant parce que Volvo avait abandonné complètement Subaru les salons. aussi avait abandonné les salons. Exactement, mais il était un salon américain. Oui, il était à Montréal. Et là, Lucid et Polestar vont faire une première apparition. Mais je te dirais, ne te réjouis pas trop vite, parce qu'il y a quand même des absents. Il y en a beaucoup d'absents. Il y en a beaucoup. Acura, Audi, BMW, Honda, Mini, Jaguar. Jaguar, pas grand-chose à montrer, là, mais Jaguar, Land Rover, Mazda, Porsche, Rivian et VinFast.
VinFast, c'est un peu une surprise, je dois le dire, parce que l'an passé, il y avait eu quand même une belle perspective. Et honnêtement, ça va être un gros Ils ont un trou. beau kiosque, là. Ouais. C'était grand, c'était épuré, c'était moderne, surtout. Effectivement. Là. Et il y avait des beaux modèles. Rappelle-toi, le VF3, l'espèce de camionnette. Bref, VinFast ne sera pas là. Et une dernière nouvelle qui, elle, est un peu triste. Des dirigeants chez Nissan ont affirmé que la compagnie en aurait pour 12 à 14 mois à vivre s'ils ne trouvent pas de nouveaux investisseurs. On sait qu'actuellement, Renault a vendu des parts. Il était propriétaire à 46 Renault laisse couler Nissan présentement. Complètement. Ils sont rendus à moins de 40 Nissan a vendu ses parts dans Mitsubishi, donc ils ont moins là aussi. Et il y a quelques semaines à peine, Carlos Ghosn, qui est peut-être pas la meilleure personne pour parler de Nissan, mais quand même, dit que lui, suite à l'association entre Honda, Nissan et Mitsubishi, lui, il dit que ça va être ce qu'on appelle un takeover. Donc, Honda va prendre le contrôle de Nissan et de Mitsubishi et c'est lui qui va diriger. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais ça va bouger, puis ça doit bouger d'ici 1 an parce que les gens disent 12 mois maximum. J'ai vraiment hâte de voir si vraiment Honda va embarquer dans le bateau de Nissan. On va en reparler, ça. Ça va faire l'objet peut-être d'une chronique en entier, mais c'est un sujet qu'on va suivre de très, très près. Oui, parce qu'ils ont des échanges technologiques très, très importants pour les voitures électriques, donc ça va bouger. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et on vous revient. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Nous sommes de retour à 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Messieurs, on en a quand même plusieurs. On va y aller tout de suite, puis on manque un petit peu de temps. Il faudra se reprendre dans les prochaines semaines pour répondre à plus de questions des gens. Monsieur Gilbert, il veut savoir, lui, il va avoir une voiture, surtout pour l'hiver, une Mazda 5 2013 de 136 000 km. Elle est manuelle. Et évidemment, il veut faire à peu près 5-6 000 km dans son hiver. On demande 6 300 $. Une Mazda 5, messieurs. Vous vous souvenez, cette fourgonnette, mini, Ce que ma fille a fourgonnette? toujours, d'ailleurs, qu'elle utilise encore régulièrement. Et ce qu'une Mazda aurait dû continuer d'offrir. Absolument. Exactement. Absolument. Elle est à 200 000 km dans le cas de ma fille, puis il n'y a pas de problème. Ça va encore très bien. Sauf qu'en hiver, prenez des bonnes poches de sable puis mettez-les en arrière parce que ça pèse 2 onces et quart en arrière et l'arrière ne tient absolument pas. Donc, c'est vraiment, il faut mettre du poids à l'arrière, mais c'est un véhicule qui va vous toffer. 4 bons pneus d'hiver, les freins, inspection d'usine. Une inspection. Puis, D'usage. il était vérifié au niveau de la rouille parce qu'il était sensible au niveau de la rouille, là, au niveau des seuils de porte et un petit peu autour des ailes arrière. Mais s'il est protégé un peu contre la rouille et puis, comme tu dis, mettre deux sacs de 10 livres dans chaque aile arrière, Ça va le aider coffre, beaucoup. Ça va l'asseoir. Puis, c'est un bon véhicule. Puis pratique, une affaire incroyable. C'est un segment qui a... Ouais. Je pense que Mazda a eu tout intérêt à conserver ce segment-là. Absolument. Qui pourrait plaire à bien des gens encore aujourd'hui. là. Effectivement. De l'espace, fonctionnalité intérieure. Ben oui. Je comprends pas pourquoi des fois on abandonne littéralement des segments comme ça qui pourraient être vraiment intéressants parce que en bas, là, la base, c'est une Mazda 3. Ben, là, absolument. tout simplement. Fait qu'on on a plus d'espace dans une Mazda 3. Mais je pense que c'est parce que le marché est très bon au Québec, mais peut-être pas ailleurs. C'est pour une compagnie, c'est pas nécessairement rentable. Nathalie, elle veut avoir un Jeep Wrangler Sahara 9. Alors, à la base, c'est oui. En achat, elle va choisir le 4 cylindres et les pneus de route. Donc, je sais qu'il y a des versions avec des pneus qui sont des pneus all-terrain, surtout, là, tout-terrain. Mais là, c'est les pneus pour faire de la route. Fait 10 000 km par année. Question, j'aimerais le garder à long terme. Est-ce que c'est possible? Oui. Quelle protection qui est nécessaire à mettre? Et est-ce que je devrais aller voir le Ford Bronco? Est-ce qu'il est meilleur? Wow! C'est une question, hein? Bon, la protection, c'est l'anti-rouille, là. Je veux dire, on le Oui, sait, c'est absolument. là. Puis s'assurer que ça, c'est fait. Moi, je n'échangerais pas un Wrangler pour un Bronco. Je préfère de beaucoup le Wrangler. Le Bronco a encore les petits défauts de fabrication, les craquements. Et il est beaucoup plus gourmand cher en aussi, essence et beaucoup plus cher à l'achat.
Et Bronco qui ont voulu vraiment faire une compétition à Wrangler, la vraie nature. Moi, j'en veux un vrai. Fait que je prendrais un Jeep. Ouais. Bien, je pense que Wrangler est encore en avant. Le Bronco amène une version un peu plus moderne, peut-être, là, du véhicule. Mais c'est pas un mauvais véhicule, le Bronco. Pas du tout. C'est recommandable, mais il va falloir que Ford s'ajuste au niveau du prix parce qu'un Sahara est un peu moins cher. Monsieur Caron, est-ce que le Kia Sorento PHEV en location, premier véhicule électrique, 27 km pour aller-retour au travail, alors c'est 51 km. Oui, ouais, si je l'aime, je vais l'acheter. Bon. Go. Allez-y. Ce qui va être peut-être plus 30-35 km avec la température qui arrive. Là. Bien, il fait 27 km aller-retour. Ah, mais il est correct. Il est correct. Oui, puis honnêtement, vous allez avoir un véhicule qui a un bon rapport qualité-prix compte tenu de la qualité des accessoires, la quantité et tout ce qui va avec. C'est pas un mauvais choix, pas du tout. C'est un superbe véhicule. C'est un vraiment, super véhicule, l'espace, tout. Là, il fait tout de bien, ce véhicule-là. La seule chose, commander ou aller voir, mais ça m'étonne. Soyez patient. Je pense qu'ils n'en ont même pas en inventaire présentement. Toyota Prius neuve branchable, donc c'est la Prime qui s'appelle plus Prime. Ça s'appelle PHEV maintenant. PHEV, bon. Est-ce que c'est aussi bon que... est-ce que le nouveau modèle est aussi bon que l'ancien modèle? Et pourquoi vous en parlez moins puis qu'on le propose moins? Parce qu'il y a de la concurrence maintenant. Puis parce qu'il faut attendre un an avant de l'avoir. C'est le problème, c'est que la disponibilité n'est pas facile. Mais oui, le véhicule est, à mon avis, même meilleur que l'ancienne génération. Donne plus d'autonomie, une conduite beaucoup plus agréable. Mais le problème, c'est les délais d'attente. C'est ça. C'est une continuité de la Prius qui existait. Et celle-ci, et j'aime le modèle à part ça. C'est un véhicule assis à terre, par exemple. Ah. On est assis bas. C'est un peu dérangeant, ça. Pour certaines personnes. Dépendamment. On va parler de l'âge. Moi, c'est juste à la bonne hauteur. Bon. Auto électrique. Pour un premier auto électrique, j'hésite entre un Tesla 3 et un BMW i4. Moi, j'aime la i4 d'un amour profond. Ce que je trouve chez BMW, c'est qu'ils ont réussi à conserver le dynamisme et le plaisir de conduite d'une BMW à essence, même en version électrique. Alors, je ne peux pas vous recommander autre chose que la i4 dans ce cas-là. D'abord, je n'ai pas un faible pour Tesla, d'une part. Puis d'autre part, parce que j'aime la i4 vraiment. C'est une conduite agréable. Pour moi, c'est le char électrique tel qu'on devrait l'avoir. Absolument. Il est le fun à conduire. Tu ne sens pas le poids des batteries, vraiment bien balancé. La finition intérieure, tu as un vrai char, pas seulement quelque chose de vide avec un iPad. Quoique je l'aime, là, la Tesla 3, c'est pas le cas. Mais entre les deux, je prends aussi la i4. Oui ou non, rapidement, les gars. Toyota Avalon 2013, 121 000 km, entretenu chez Toyota par mon oncle. 16 500 $, 8 pneus. Son oncle était curé. 16 500, c'est assez élevé, je trouve, mais c'est un bon véhicule. Et d'autant plus que l'oncle l'a entretenu. Ouais. Oui, c'est un oui sans équivoque, là. Il n'y a pas de question. Aucun problème. Entretenu chez Toyota, donc aucun problème. Vous allez avoir encore cette voiture très longtemps. Merci, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.